Après la vidéo, je te garantis que tu auras toutes les connaissances nécessaires pour te lancer ou non en SCI, pour faire les bons choix, surtout avec les réformes qu'on a actuellement sur la LMNP. On va voir si la SCI peut être la solution justement pour y échapper. On va voir si c'est le meilleur outil pour investir à long terme, multiplier les investissements. On va voir comment se faire financer en SCI, pourquoi c'est plus simple de le faire. Enfin voilà, après cette vidéo, tu en sauras clairement plus que 99% des gens sur cette fameuse SCI. Bonjour à toi, je suis Franck Nochel, le fondateur d'Immomillion, société dans laquelle on coach et on accompagne les salariés à investir et à concrétiser des projets locatifs à haut rendement. Dans cette vidéo, qui est une véritable formation complète sur la SCI, on va vraiment brosser tous les aspects de la SCI, donc la Société Civile Immobilière. Donc sans plus attendre, on est parti. Donc je t'ai préparé une mind map complète, comme tu le vois. Les points qu'on va voir aujourd'hui, il y en a 9. On va voir une petite introduction sur la SCI, les avantages et les inconvénients d'une société civile immobilière, les étapes pour créer une SCI, voilà, la fiscalité d'une SCI, la gestion d'une SCI au quotidien, le régime de la TVA. Donc, tu vois, on va vraiment loin. C'est des choses qu'il faut connaître parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qu'on peut faire avec ça. Le montage avancé et les stratégies d'optimisation, comment sortir de l'argent de la SCI, d'accord? Comment se payer et comment fonctionne le régime de la plus-value en SCI. Donc j'espère que tu es prêt parce qu'il y a énormément de contenu qui est prêt à sortir. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, je vais te laisser la possibilité de télécharger cette mind map complète quand elle sera complètement ouverte. Donc tu auras un récapitulatif, donc pas besoin de prendre des notes, reste bien attentif et focus dans la vidéo, pose-toi convenablement et on est parti. Et aussi, à la fin de la vidéo, tu auras la possibilité de télécharger ce tableau comparatif entre les différents types de sociétés, donc entre les SCI, les SARL, les SAS. Comme tu le vois, on t'a vraiment préparé un tableau complet où on t'explique la différence entre toutes les différentes sociétés et comment faire le meilleur choix. Donc sans plus attendre, c'est parti. Introduction à la SCI. Donc déjà, qu'est-ce qu'une SCI? Alors une SCI, je t'ai sorti la définition la plus correcte. C'est une société civile immobilière qui est une structure juridique permettant à plusieurs personnes de détenir et de gérer ensemble un ou plusieurs biens immobiliers. Contrairement à un achat en direct, la SCI crée une entité distincte, une société, une personne morale qui détient les biens. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Donc pourquoi créer une SCI? Déjà, ça permet de faciliter la gestion du patrimoine immobilier, puisque c'est voilà, c'est cadré, il y a des statuts de société, etc. Simplifier la transmission des biens à ses héritiers. En effet, c'est plus simple de transmettre des parts de société plutôt qu'un bien immobilier complet, d'accord? Ça permet d'optimiser la fiscalité, notamment au travers de la SCI à l'IS, et ça permet la propriété à plusieurs, puisque on peut s'associer en famille, entre investisseurs, amis, connaissances, etc. Alors bien sûr, tu peux également t'associer en indivision, c'est-à-dire en nom propre, sans société, mais c'est beaucoup moins cadré de façon juridique. C'est-à-dire que en cas de désaccord ou quoi que ce soit, là en société, on a un vrai contrat qui sont les statuts de la société qui dit exactement qu'est-ce qui se passe dans quelle situation. D'accord? Donc les différents types de SCI. On va avoir ce qu'on appelle les SCI classiques, hein, c'est une SCI de base, en fait, quand tu l'ouvres, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, donc les revenus fonciers. On va avoir les SCI à l'IS, qui sont soumises donc à l'impôt sur les sociétés, et on va avoir les SCI familiales. Donc là, je t'ai vraiment pris les trois plus gros types de SCI. Après, il y a d'autres types de SCI, etc., mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Et donc, les SCI familiales sont destinées à la gestion ou la transmission du patrimoine entre les membres d'une famille. La différence, c'est que pour faire une SCI familiale, dite familiale, il faut absolument que les associés soient de la même famille, d'accord? En soi, entre une SCI familiale et les deux autres SCI, c'est vraiment la seule différence. Il n'y a pas de grosse différence ou de gros avantages ou inconvénients majeurs. OK? Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'une SCI? Commençons par les avantages. Donc, les avantages, c'est que ça simplifie les projets immobiliers à plusieurs, comme on l'a dit. Ça, on l'a déjà dit, parce que c'est beaucoup plus cadré. Ça permet de transmettre progressivement son patrimoine. Donc, comme je l'ai dit, plutôt que de donner directement un bien qui vaut 1 million d'euros et t'as pas le choix de donner 1 million d'euros, ou alors à la limite en démembrement, donation de partage, mais voilà, ça reste la donation d'un bien. Et ben là, on peut donner progressivement des parts sociales et donc bénéficier en fait des exonérations qu'on a sur les donations. Ça permet de limiter les risques en séparant un petit peu les biens immobiliers du patrimoine personnel. Pour autant, attention, je tiens à le préciser, une SCI, contrairement peut-être à d'autres types de sociétés comme la SARL et la SAS,
la SCI, ça reste une société totalement transparente et la plupart du temps, dans 95% des cas, quand tu vas voir la banque et que tu vas signer une offre de prêt en tant qu'SCI, la banque va te demander d'être caution personnelle. Donc, elle va te demander de t'engager personnellement à rembourser les dettes de la SCI. D'accord? Mais pour autant, tu es limité par rapport aux parts sociales. C'est-à-dire que si tu es associé à 50-50, on pourra que venir te chercher à hauteur de 50% des parts de responsabilité, en fait. Voilà, on a une optimisation fiscale qui est possible, qui est quand même beaucoup plus avantageuse, déduction de charges, beaucoup plus de charges qu'on pourrait passer en revenu foncier par exemple, les amortissements avec la SCI à l'IF, donc ça c'est intéressant. Et surtout, ben, je l'ai noté là, l'autre avantage c'est plus de facilité à obtenir un financement car il y a une décorrélation du taux d'endettement pour plusieurs banques. Donc ça c'est très important. Alors, je ne peux pas faire une généralité puisque toutes les banques ne fonctionnent pas comme ça, mais il existe une vraie décorrélation entre le patrimoine perso et ce qui a été fait en taux d'endettement perso, résidence principale, et la SCI. Quand tu vas avoir une banque en SCI, la banque va beaucoup plus se concentrer sur le patrimoine de la SCI. Donc souvent, bah, si tu crées une nouvelle SCI pour un nouveau projet, il n'y en a pas. Donc elle va vraiment se concentrer sur bah, l'acquisition, le projet, la rentabilité du projet. Est-ce qu'il y a un autofinancement? Est-ce que quelles sont les garanties? Donc peut-être qu'il va falloir un peu plus d'apport, notamment quand tu crées une nouvelle SCI. Mais en tout cas, elle va beaucoup plus mettre de côté le patrimoine personnel et tout ce qui est taux d'endettement, etc. Puisque tu passes en tant que professionnel, donc notamment avec les SCI à l'IS. Ça, on va vite le voir que tu vas comprendre par la suite que la SCI à l'IS a quand même beaucoup plus d'avantages que la SCI à l'IR dans la plupart des cas. Mais voilà, en tout cas, le financement devient clairement plus facile. Aujourd'hui, j'ai acquis plus d'une trentaine de biens et je sais pas, presque les 20 derniers que j'ai acquis ou les 25, non, quasiment les 20 derniers que j'ai acquis sont tous en SCI puisque à un moment ou un autre, bah, t'es plafonné en fait en perso à cause de ce fameux taux d'endettement, des règles du HCSF que tu connais sans doute, les fameux 35%. Et donc là, avec la SCI ou avec d'autres types de sociétés, ben, ça permet plus facilement de dépasser ces 35%. Aujourd'hui, mon taux d'endettement a largement explosé les 35%, mais ça, c'est grâce justement à tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc reste bien connecté. Ensuite, les inconvénients, ben, on a quand même une formalité légale et administrative qui est un peu plus importante que dans une société, enfin que dans un investissement classique en nom propre, puisque ben, il faut rédiger les statuts, il faut tenir une comptabilité, d'accord? On a le coût de création et de gestion qui est un peu plus important. Alors, je te l'ai mis là, alors j'ai fait des fourchettes hein, pour être large, mais la création va coûter entre 250 euros. 250 euros, c'est à peu près, en fait, c'est le coût des formalités, les frais de greffe, la publication d'annonces légales, l'enregistrement dans les services du greffe, etc. Donc ça, on est sur 250 euros à peu près la plupart du temps. Et ensuite, le reste, c'est les honoraires de ton comptable, de ton avocat ou de ton notaire pour la création. Donc, moi, j'ai l'habitude que, par exemple, mon notaire me la fasse gratuitement. Donc, finalement, je paye 250 euros. Par contre, il peut y avoir des honoraires en plus, etc. Ensuite, la gestion, ça va coûter entre 350 et 2000 euros par an. Ça va comprendre notamment les frais de comptabilité, les frais d'assemblée générale, etc. On va voir ensuite quelles sont les étapes pour créer et comment ça se passe la gestion d'une SCI, justement. Donc, on a ce qu'on appelle une responsabilité illimitée des associés. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent te chercher en fonction de tes parts, c'est proportionnel à tes parts. D'accord? Donc, ça, c'est les principaux inconvénients, entre guillemets, d'une SCI. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne fait pas une SCI juste pour dire je fais une SCI. Il faut qu'il y ait un vrai avantage, il faut qu'il y ait un vrai intérêt parce qu'il y a quand même un coût annuel de gestion et un coût de création qui est là. OK? Voyons les étapes pour créer une SCI. Donc, déjà, on va définir l'objectif du projet. Donc, pourquoi créer une SCI? Est-ce que c'est pour l'investissement locatif? Est-ce que c'est pour la transmission? Est-ce que c'est pour une gestion partagée? Est-ce que c'est pour cadrer tout ça dans les statuts? Donc ensuite, bien sûr, on va rédiger les statuts. Donc, on va mentionner le rôle des associés, la répartition des parts et le fonctionnement de la gestion notamment. C'est-à-dire, on va clairement dire là, OK, est-ce qu'on est à 50-50? Il faut savoir que si on est à 50-50, si le premier associé dit A et l'autre associé dit B, en soi, il se peut qu'on n'arrive jamais à un accord. Ok? Donc ça, c'est quand même important bien se mettre d'accord. Si on a à 40-60, eh ben, celui qui a 60% des parts, souvent, aura toujours le dernier mot à dire. Donc, il faut savoir que les parts sont pas forcément, enfin, de base, elles le sont, mais sinon, tu peux dissocier en fait la détention des parts avec les droits de vote, d'accord? Donc, un associé peut avoir moins de parts mais plus de droits de vote finalement. Et pareil pour le fonctionnement de la gestion, qui va être le gérant, qu'est-ce qui se passe en cas de, je l'ai écrit là, voilà, la définition clairement des clauses, qu'est-ce qui se passe s'il y a un associé qui veut sortir, qu'est-ce qui se passe en cas pour les prises de décision,
pour les âgés, en cas de décès d'un des associés, en cas de désaccord, en cas de vente de l'immeuble, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça, on peut le définir clairement dans les statuts. C'est presque illimité tout ce qu'on peut écrire dans les statuts. Donc vraiment, là, je te conseille clairement pas d'aller sur un site classique, de sortir des statuts tout faits, un modèle tout fait. Ça vaut le coup de payer pour ça vaut le coup de se faire accompagner par son notaire, par son avocat, par son comptable pour rédiger des statuts personnalisés à ton association. D'accord? Donc le dépôt des statuts, ensuite, la personne qui s'occupe d'ouvrir la société, elle va publier une annonce légale dans un journal habilité. On va ensuite déposer les statuts au greffe afin d'immatriculer la SCI. D'accord. Et l'immatriculation, une fois que tu es immatriculé, tu reçois donc le fameux CABIS, qui est le document qui est en fait la carte d'identité de la société. Et enfin, on va ouvrir un compte bancaire dédié à la SCI afin de centraliser les flux financiers, les loyers, les charges, le prêt, les assurances, etc., etc. Maintenant, comment ça se passe pour la gestion d'une SCI au quotidien? Donc déjà, il va falloir faire des assemblées générales, donc organiser une AG annuelle pour valider les comptes et prendre les décisions importantes. Donc même s'il n'y a pas de décision à prendre, etc., c'est obligatoire de tenir une AG tous les ans. D'accord? Ensuite, la gestion comptable. Donc on va avoir deux types de SCI, comme je l'ai dit, deux types de fiscalité. La SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, ça c'est une comptabilité qui est simplifiée. Et donc finalement, chaque associé va être imposé en fonction de sa tranche marginale d'imposition et de son imposition perso. Donc s'il y en a un qui est dans une tranche plus élevée, c'est pas grave. Chacun, par exemple, si on est à 50-50, qui a 10 000 euros de bénéfices, eh ben, chacun va prendre 5 000 euros de bénéfices et donc se faire imposer sur ces 5 000 euros de bénéfices. D'accord? Et la SCI à l'IS, donc là, c'est une comptabilité plus stricte. Et là, on conseille ben, clairement de passer par un expert comptable. C'est une vraie comptabilité de société dans ce cas-là, puisqu'on a aussi tout le régime des amortissements, etc., qu'on va voir tout à l'heure. Et enfin, la distribution des bénéfices et des dividendes. Donc là, c'est une décision qui est prise par les associés lors d'une AG et la répartition des dividendes se fait en fonction des parts sociales. D'accord? Donc ça, c'est surtout le cas dans une SCI à l'IS, justement. Donc le but de cette vidéo, c'est pas qu'on détaille exactement comment fonctionne l'impôt sur les sociétés. On fera une autre vidéo si tu le souhaites sur ce sujet. Dis-moi-le en commentaire si tu veux un autre sujet de vidéo, que ce soit sur l'IS principalement, sur le LMNP ou alors sur d'autres sujets. Moi, j'ai vraiment envie de m'adapter à la demande. D'accord? Et donc, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que à l'IS, l'argent appartient à la société, d'accord? Donc, le fonctionnement, c'est le suivant, c'est que tous les loyers à l'IS qui vont arriver sur la SCI, eh ben, ils vont être compensés avec des charges et des amortissements. Donc, les amortissements, je le rappelle rapidement, la société, alors là, c'est pas le cas dans l'immobilier, mais c'est pareil dans toutes les sociétés. Une société achète par exemple un téléphone à 1000 euros, plutôt que de dire bah, on fait une charge de 1000 euros sur l'année, eh ben, on va faire ce qu'on appelle un amortissement. On va dire, OK, le téléphone, on va l'amortir sur 5 ans, par exemple. Et donc, plutôt que de déduire 1000 euros en une fois, on va déduire en fait 200 euros tous les ans pendant 5 ans. Donc, c'est exactement pareil en SCI à l'IS. Tu vas en fait amortir les murs, les menuiseries, les travaux intérieurs, les meubles, etc., etc. Et donc, ces amortissements sont pris en compte. On va voir que ça a un impact aussi sur la plus-value derrière, puisqu'on est à la plus-value des professionnels. Mais ensuite, ça va déterminer donc un résultat qui est en bénéfice ou en déficit. Et ce bénéfice, si tu es en bénéfice, tu vas être imposé à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, qui est de 15% jusqu'à 42 500 euros et qui, au-delà de 42 500 euros, passe à 25%. D'accord? Donc, tout ce qui dépasse les 42 500 passe à 25%. D'accord? Donc, jusque-là, c'est clair. Et ensuite, l'argent qui est du coup net d'impôt, une fois que l'IS a été payé, qui est sur le compte de la société, tu as la possibilité de le sortir en fait en perso, parce que cet argent, il t'appartient pas toujours pas à toi en perso, il appartient à la société. Donc on va le sortir en perso, et là, ça va être du coup une distribution de dividendes, comme je l'ai dit, qui se fait en fonction de la répartition des parts sociales et qui se fait lors d'une décision d'AG. Et cette répartition de dividendes, ce qui est à préciser aussi, c'est que la société doit être en bénéfice fiscal pour le faire. Mais une fois que tu sors des dividendes, eh ben, tu vas être taxé sur ces dividendes, soit à ta TMI, plus prélèvements sociaux, soit à la fameuse flat tax, le PFU, prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30%. C'est-à-dire que tu repayes encore une fois 30% sur ce qui reste afin de te le sortir en perso. C'est pour ça que c'est vraiment important voilà, de réfléchir pourquoi est-ce que je fais une SCI? Est-ce que c'est juste parce que voilà, c'est fun et parce qu'on m'a dit de faire une SCI ou est-ce que c'est vraiment calculé? Si par exemple ton objectif principal c'est de vivre de l'immobilier et voilà, de remplacer ton salaire, de vivre en fait, de dépenser les loyers qui sont générés,
Ben, tu vois qu'en fait, il y a un peu ce système de double imposition. Donc, c'est quand même à réfléchir si c'est la meilleure façon de démarrer. D'accord? Rentrons maintenant dans des choses un petit peu plus techniques. Donc, accroche-toi bien, on va parler du régime de la TVA. TVA, qu'est-ce que c'est? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est, tu sais, quand tu payes n'importe quoi au supermarché ou peu importe, souvent, il y a écrit hors taxe TTC. Et ben, le TTC, c'est le montant avec TVA qui est de 20%, 10% ou 5,5%. Et donc, sur la plupart des achats que tu vas faire, dans ta vie de tous les jours, c'est 20%. Et dans le bâtiment, parfois, il y a des TVA réduites à 10% et 5,5%. Donc, on va voir ce que c'est. Alors déjà, il faut comprendre qu'une SCI, c'est une société civile qui n'est pas censée exercer une activité commerciale, ok, comme une SARL ou une SAS, au risque en fait d'être requalifié à l'IS. C'est-à-dire que si tu exerces une activité commerciale en SCI à l'IR, eh ben, tu as de fortes chances de te faire requalifier à l'IS, d'accord? Or, en pratique, beaucoup de SCI qui ont opté pour le régime de l'IS exercent une activité commerciale, comme par exemple la location meublée ou la location saisonnière meublée de tourisme, qui sont des activités commerciales. Et donc, elles ont ce risque de se faire reclassifier à l'IS, mais vu qu'elles sont déjà à l'IS, en réalité, l'administration ferme un peu les yeux, il n'y a pas vraiment de risque. D'accord? Donc ça, je voulais le préciser. Et donc, dans certains cas, l'activité commerciale, elle prend le dessus et elle peut être soumise à la TVA en fonction des cas. Et on va voir exactement de quoi il s'agit. Déjà, qu'est-ce qui n'est pas soumis à TVA? C'est tous les locations de biens à usage d'habitation. Donc même si tu fais de la location meublée en SCI à l'IS, je précise, parce qu'en SCI à l'IR, tu n'es pas censé faire d'activité commerciale. Alors pour la location meublée, il y a une tolérance de 10% du chiffre d'affaires, mais au-delà de ça, tu vas être qualifié à l'IS. Donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui font des SCI à l'IS. Si tu fais de la location à usage d'habitation, même si tu es commercial en meublé par exemple, tu n'es pas soumis à TVA. D'accord? Ensuite, il y a des activités où on a l'option de choisir si oui ou non on souhaite être soumis à TVA. D'accord? Et juste après, on va voir qu'est-ce que ça change d'être soumis à la TVA ou pas. Donc, les options de TVA possibles, ça va être l'allocation de locaux nus à usage professionnel. Par exemple, je loue un local professionnel, un bureau, etc. L'allocation de biens mixtes avec une partie d'habitation et une partie à usage professionnel. D'accord? Et l'allocation de biens à usage agricole. Voilà, si tu loues un hangar agricole, une ferme ou quoi que ce soit. Et enfin, il y a trois activités qui sont obligatoirement soumises à TVA. Donc là, t'as pas le choix, en fait, c'est tu es soumis à TVA. Ça va être la location de biens aménagés à usage professionnel. Donc, qu'est-ce que c'est un bien aménagé? C'est un bureau qui est équipé, d'accord, avec tous les meubles, etc., les fournitures. L'allocation, et ça c'est souvent le cas, l'allocation de biens meublés assortis d'au moins trois prestations accessoires complémentaires, donc c'est ce qu'on appelle les prestations para-hôtelières, comme par exemple les petits nettoyages, les nettoyages, ménages, etc., le lavage et le repassage du linge, le petit déjeuner, l'accueil personnalisé des clients. Donc en effet, cela s'apparente, comme je l'ai dit, à une activité d'hôtellerie qui est une activité commerciale. Et donc quand tu fais plus de deux, en fait, quand tu fais au moins trois prestations de ce type-là, eh ben, tu es d'office soumis à TVA. Alors attention, c'est pas parce que tu fais ça que l'administration va t'envoyer un courrier en disant ah voilà, il va falloir se soumettre à TVA. Ça, c'est en cas de contrôle. C'est à toi de devoir te déclarer en tant que TVA. Donc si tu fais ça et que tu n'es pas soumis à TVA, tu n'es pas en règle, d'accord? Donc si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Mais ça, c'est un cas qui arrive assez régulièrement. Si je réalise que deux prestations para-hôtelières, eh ben, je peux ne pas être soumis à TVA parce que je reste dans la catégorie ici. Mais par contre, ici, là, clairement, on va être dans une activité soumise à TVA. Et enfin, la location de places de stationnement, sauf si ces places de parking sont attachées à un bien dont la location est exonérée de TVA, donc un bien à usage d'habitation. OK? Donc voici les cas pour la TVA. Et donc finalement, qu'est-ce que ça change en SCI d'être soumis à TVA? On va le voir. Donc déjà, en fait, c'est très simple. Ça offre la possibilité de récupérer la TVA sur les charges. Donc par exemple, les travaux de rénovation. Et là, c'est pas négligeable. Parce que si tu fais 200 000 euros de travaux hors taxe et que c'est soumis à une TVA de 10%, en fait, tu vas payer 20 000 euros de TVA aux entreprises. Et cette TVA, en fait, tu vas pouvoir la récupérer. Ça veut dire que, vu que tu dépenses cette TVA de 20 000 euros, l'État va pouvoir te faire, enfin, tu auras ce qu'on appelle un crédit de TVA. Et ce crédit de TVA, tu vas pouvoir te demander à te le faire rembourser. D'accord? Donc, en fait, la TVA, comme tu le vois, ça fonctionne comme des vases communicants. Et d'un autre côté,
enfin, c'est pas tu peux, c'est tu dois en fait collecter la TVA sur les loyers. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir louer un bien à 1000 euros, par exemple, et ben là, enfin, ça dépend du type de location. Mais par exemple, pour une location de courte durée, c'est de la TVA à 10%. C'est-à-dire que si tu loues pour 1000 euros de location courte durée avec prestation de para-hôtellerie, eh ben, en fait, tu vas devoir demander 1100 euros à ton client, donc vendre plus cher, ou alors toi, encaisser moins finalement. Et en fait, sur 1000 euros hors taxe que tu as facturé, tu vas devoir reverser 100, enfin sur 1100 euros de TTC, tu vas devoir reverser, pardon, 100 euros à l'État. Et donc là, si tu as un crédit de TVA, ça va venir compenser en fait ce crédit. C'est ce qu'on appelle avoir un crédit ou un crédit ou un débit de TVA, tout simplement. Et en fait, tu vois, ça fonctionne vraiment comme des vases communicants. Mais vu qu'on fait énormément de travaux de rénovation, bah souvent, il y a un beau montant qu'on peut récupérer en trésorerie. Montant qui serait normalement complètement perdu si tu n'étais pas soumis à TVA. Donc, dans certains cas, ça peut être très intéressant d'être soumis à TVA, notamment quand tu fais des gros travaux. D'accord? Parlons maintenant de montage avancé et de stratégie d'optimisation. Ok, donc, tu vois, là, on parle vraiment de choses très concrètes. J'espère que ça te plaît. Alors, déjà, tu vas pouvoir faire un montage en ce qu'on appelle en holding. Donc, une holding, qu'est-ce que c'est? C'est une société c'est une société mère en fait, hein, qui détient une autre société. D'accord? Une holding, c'est une société dont le but de la société, c'est détenir d'autres sociétés et administrer, gérer d'autres sociétés. Alors, je vais pas rentrer trop en détail parce qu'on pourrait faire une vidéo complète sur les holdings. Encore une fois, dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Donc, enfin, c'est pas pour avoir une holding, mais qu'est-ce qui est intéressant finalement quand on fait une holding? C'est de pouvoir, par exemple, faire ce qu'on appelle le régime mère-fille. Donc, pour ça, il faut que la holding détienne au moins 5% de la société fille, donc de la SCI. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir remonter des dividendes dans cette société mère avec quasiment aucune imposition, aucun frais. Et bah, ça, c'est quand même très intéressant, puisque derrière cet argent, tu vas pouvoir éventuellement le réinvestir dans une autre société fille, donc une autre SCI, ou peut-être dans une autre société commerciale, une activité que tu as, etc. On va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle une convention de trésorerie. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire en ligne, mais je te mets les cas les plus fréquents. Mais on va pouvoir faire ce qu'on appelle une convention de trésorerie. Donc là, la holding doit être majoritaire. Donc 50-50, ça suffit pas. Il faut qu'elle ait plus de 50% des parts. Donc au moins 51% des parts. Et là, une convention de trésorerie, ça veut dire que toutes les sociétés du groupe où la convention de trésorerie est active, donc la holding est majoritaire, eh ben, il va pouvoir y avoir des prêts d'argent entre les sociétés, et ça, c'est plutôt intéressant. D'accord? Ensuite, une autre optimisation à faire, et c'est souvent la question de dire est-ce qu'il faut que je fasse une SCI par bien ou est-ce que je peux faire une SCI et englober tous les biens dedans? Et ben là, je vais te donner la réponse. En fait, comme on l'a vu, l'impôt sur les sociétés, il est de 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfice. D'accord? Pas de chiffre d'affaires, de bénéfice. Ça veut dire que tant que mon bénéfice ne dépasse pas 42 500, bah, je suis taxé à 15%, ce qui est pas très élevé hein, par rapport à ce qu'on connaît en France. Mais par contre, si par exemple j'accumule énormément de biens et que bah, je dépasse les 42 500 euros de bénéfice, tout ce qui va dépasser va être imposé à 25%. Et donc là, bah, ça peut piquer un peu plus. Donc une des optimisations, c'est d'ouvrir par exemple plusieurs SCI pour plusieurs biens. D'accord? Si par exemple, tu as un immeuble dans une SCI qui génère quasiment déjà les 42 500 euros de bénéfices et que tu t'apprêtes à acheter un deuxième immeuble, bah, ce deuxième immeuble vaut mieux peut-être l'acheter dans une autre SCI afin de ne pas péter les plafonds en fait, des 42 500 euros. Par contre, si tu as un petit appartement et que tu achètes un deuxième petit appartement, voilà, tu vas peut-être rester sous ce plafond-là, donc pas besoin de réouvrir exprès une SCI et de repasser par bah, les frais qu'on a vus là-haut de création, de gestion, etc. OK? Ensuite, on va pouvoir créer de la charge. Et ça, c'est vraiment important. Créer de la charge avec les investissements que tu vas faire, les travaux, le matériel, les frais de fonctionnement. Ça, on va en reparler juste après. Et alors, ça, je mets vraiment des parenthèses, hein, mais il existe des solutions aussi pour facturer la SCI avec une autre société, notamment avec sa holding. Alors attention, parce que quand tu factures en fait avec ta holding ou avec une autre société, c'est ce qu'on appelle des management fees. C'est très délicat en termes de contrôle fiscal, etc. Il faut vraiment le justifier, il faut que ça soit bien fait. Donc ça, je ne vais pas trop m'avancer. Je t'invite à t'approcher d'un expert comptable pour ça, même d'un fiscaliste, qui va vraiment pouvoir te conseiller au mieux sur ça. Et attention aussi à la TVA, parce que sur la facturation, il va y avoir de la TVA. Mais si ta SCI ne récupère pas la TVA,
c'est très peu intéressant. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ce point, c'est vraiment très très avancé ça déjà. D'accord? Ensuite, on va voir ben, comment sortir l'argent de la SCI. Voilà, donc ça, je sais que c'est une question que beaucoup se posent parce que finalement, c'est bien beau. On a un IS qui, dans la plupart des cas, reste en dessous de 15%, enfin, qui reste à 15%. Il y a plein de choses qu'on peut déduire. C'est beaucoup plus avantageux en termes de fiscalité, etc. Ça, tu l'as déjà compris grâce à l'impôt sur les sociétés parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut déduire, etc. Mais au final, ces bénéfices, ils sont sur la société. Et si moi, je veux en profiter, bah, comment je fais? Comment je sors l'argent sans me faire surtaxer une deuxième fois, etc. C'est ce qu'on va voir. Alors, la première option, comme on l'a vu, c'est les dividendes. D'accord? Donc, c'est ceux dont on a déjà parlé. Les dividendes, c'est uniquement si la société est en bénéfice fiscalement ou comptablement. C'est taxé à 30% de flat tax. Alors, je vais juste le modifier. C'est 30% de flat tax ou TMI plus prélèvements sociaux. D'accord? Donc, prélèvements sociaux qui sont à 17,2% et ta TMI qui est en fonction de ton revenu actuel. Donc, en fait, c'est simple. Si tu as une TMI qui est à 11%, tu vas être taxé à 11 plus 17,2, donc à 27,2. Donc, en effet, c'est plus intéressant que la flat tax. Mais si tu as une TMI qui est à 30%, et ben là, vaut mieux prendre la flat tax à 30%. Voilà. Le calcul, il est simple. Il y a pas à discuter 10 ans. Et c'est bien entendu à distribuer à part égale entre les associés ou selon les statuts, ce qui est dit dans les statuts. D'accord? Exemple, si on est associé à 60-40, si A qui a 60% des parts prend 6 000 euros, B doit prendre 4 000 euros. Ok. Et c'est pas je peux, non, c'est je dois. D'accord? Si par exemple l'associé B a fait beaucoup plus que l'associé A et on dit oui, mais moi je vais être payé un peu plus, en dividende, t'as pas le choix. Si B prend 4 000, A prend 6 000 dans cet exemple-là. OK? La deuxième façon de sortir de l'argent, et ça c'est vraiment c'est clairement le moyen le plus optimisé de le faire. Alors attention après, parce qu'il y a des règles comme on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est de faire des frais sur la SCI. Alors attention, et j'insiste là-dessus, parce que ça doit uniquement être des frais qui ont un rapport direct avec l'objet social de la SCI. D'accord? Si, enfin, tu vas pas te payer un voyage aux Maldives en fait avec ta SCI, c'est juste pas possible. D'accord? Par contre, on va voir quels sont les frais en exemple qu'on va pouvoir déduire. Donc, ces frais, ils sont déductibles sur le résultat de la SCI et ne sont pas taxés. C'est donc la façon clairement la plus optimisée de sortir de l'argent. C'est-à-dire que de un, tu vas pouvoir payer directement avec l'argent de la SCI, tu vas pas payer d'impôt dessus, pas d'IS, et donc voilà. Et voilà, c'est de l'argent qui est totalement gratuit, d'accord? Et en plus, si tu es assujetti à la TVA, tu vas pouvoir récupérer la TVA sur ces frais-là. Donc en fait, tu payes pas de TVA, tu payes pas d'impôt dessus. C'est de l'argent qu'on te donne et que tu peux redépenser directement. C'est vraiment la façon la plus optimisée de sortir de l'argent de la STI. Mais attention, faut pas le faire n'importe comment et c'est à vérifier et à justifier au cas par cas. Donc voici des exemples. Tu peux faire notamment des frais kilométriques, d'accord? Donc, quand tu te déplaces pour les travaux de ton immeuble, pour la gestion de ton immeuble ou de ton appartement, bah, c'est des frais kilométriques qui sont déductibles. Si la SCI possède vraiment un gros patrimoine et que vraiment c'est justifié parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de déplacements à faire, etc. Si par exemple je sais pas, tu gères les ménages de tes Airbnb toi-même ou je sais pas, un truc dans le genre, pourquoi pas un véhicule, ok, mais attention, il y aura peut-être des avantages en nature parce que tu vas aussi utiliser le véhicule en perso, etc. Donc, faut pas déconner non plus. Tu vas pas t'acheter un véhicule à 50 000 balles sur un immeuble de 3 lots. En fait, c'est juste pas possible, ok. Faut vraiment rester cohérent. Les restaurants, les repas. Donc là, c'est pareil. Évite tout ce qui est repas le week-end avec ton conjoint ou ta conjointe. Ça fonctionne pas. Et pareil, normalement, c'est vraiment que les repas qui ont un but dans l'objet social. Donc, par exemple, si tu invites un client, en SCI, c'est pas forcément le cas, si tu vas manger quelque part alors que tu gères ton immeuble, etc. Mais là, c'est pareil, on va pas dans un restaurant 3 étoiles. Enfin, tu l'as compris, il faut juste rester raisonnable, ok? Outillage et matériel. Si tu dois acheter de l'outillage, du matériel pour la société, bah ça, c'est payable, bien entendu, avec la société. Des frais téléphoniques, pourquoi pas, en fonction du montant enfin, du nombre de gestions qu'il y a à faire. Pourquoi pas un téléphone? Mais ça, c'est comme la voiture, faut vraiment que ça soit justifié. Et en fait, voilà, toutes les charges en rapport direct avec l'objet social, ça peut être des abonnements, peut-être un abonnement Internet, un abonnement d'énergie ou quoi que ce soit. Si vraiment il y a beaucoup de gestion, ben, le siège social de la SCI, ça sera pas forcément ton immeuble, ça sera peut-être chez toi à domicile. Donc peut-être qu'on peut partager une partie des frais d'énergie, un local de ta maison qui peut être reloué à la SCI. Donc voilà, il y a pas mal de frais qu'on peut mettre sur la SCI. Je t'invite à voir ça avec ton comptable directement mais toujours à valider et pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. OK?
Ensuite, on a ce qu'on appelle le compte courant associé. Le compte courant associé, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout l'argent qui est apporté à la société et qui doit être remboursé par celle-ci sans taxe. Et je précise que c'est l'argent qui est apporté de toi en perso, en particulier. C'est-à-dire que si toi, tu... exemple, d'ailleurs je crois que je l'ai écrit là, ouais, exemple, quand tu crées une SCI et que la banque te demande 50 000 € d'apport personnel, si cet apport personnel provient forcément d'une autre personne, qu'elle soit physique ou morale. Donc, par exemple, toi, en personne physique, tu donnes 50 000 € à la SCI, que la SCI va mettre en apport à la banque pour le prêt, et ben, ces 50 000 € que tu as apportés, tu vas pouvoir te les sortir sans frais. D'accord? Donc, il n'y a pas de taxe là-dessus, puisque c'est de l'argent que tu as apporté. Donc, la SCI te le doit. Et il y a même possibilité de mettre un taux rémunérateur, c'est-à-dire que la SCI te doit cet argent avec un taux de rémunération qui, alors là aussi, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des taux en vigueur. Et quand c'est une personne morale qui apporte, donc une autre société qui apporte à la SCI, à ce moment-là, il doit aussi y avoir une rémunération. Ça, c'est obligatoire. Ok? Donc, il y a une rémunération sur l'apport qui a été fait. Ensuite, on va voir comment remonter l'argent sur une société holding. Donc, les dividendes sont exonérés de taxes, enfin presque, d'accord? Il y a quand même une petite taxe, je ne vais pas rentrer dans le détail. S'il y a le régime mère-fille, donc comme on l'a dit, c'est minimum 5% de détention du capital de la fille, donc tu peux remonter les dividendes dans la holding. Il y a une facturation de la holding à sa société fille qui est possible. Donc, c'est ce qu'on appelle une rémunération pour mandat social. Mais là, encore une fois, vraiment à valider avec ton comptable parce que ça va vraiment être soit c'est de la rémunération de mandat social, soit c'est du management fee. Mais en SCI, le mandat social, ouais, je vais même l'enlever parce que c'est pas tout à fait exact en fait. Mais il peut y avoir facturation, mais là aussi, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il faut vraiment valider ça pour pas tomber en abus de droit. Et il peut y avoir des prêts entre sociétés. Donc, soit au travers de la convention de trésorerie, comme on l'a vu tout à l'heure, soit au travers d'une convention de prêt, d'accord? Donc, c'est un contrat, en fait, qui dit que telle société a prêté de l'argent à la SCI et il doit y avoir un taux d'intérêt qui doit être appliqué, donc le taux légal ou équivalent, ok? Et enfin, tu peux être salarié et on va mettre ou TNS, on va mettre gérant TNS de la SCI, d'accord? Donc, soit tu peux être salarié, soit tu peux être gérant, travailleur non salarié de la SCI. Et donc cela, ça implique de payer des charges sociales patronales et d'être imposé sur le salaire que tu vas recevoir, bien entendu. Donc c'est, en fait, tu es payé, hein, tu es salarié ou TNS de ta SCI. Donc TNS, c'est uniquement si tu es gérant majoritaire, d'accord? Et salarié, ça peut être d'autres personnes, ok? Donc ça, c'est une charge déductible pour la SCI, bien entendu. Et encore une fois, attention, le poste exercé ne doit pas être considéré comme un salariat déguisé. Ça doit clairement être dans l'objet social. Donc la gérance, clairement, peut être rémunérée. Un salarié, ça peut être par exemple une femme de ménage, ok? Mais ça peut aussi être une prestataire extérieure qui facture, et à ce moment-là, c'est des frais sur la SCI, d'accord? Donc ça, clairement, c'est pas forcément la façon la plus optimisée de sortir l'argent. La plus optimisée, c'est clairement les frais sur la SCI, d'accord? Parlons maintenant du régime de la plus-value sur la SCI. Comment ça fonctionne? Donc, les SCI à l'IR sont soumis au régime de la plus-value des particuliers, puisqu'on est en revenu foncier. Et les SCI à l'IS sont soumis au régime de la plus-value des professionnels. Quelle est la principale différence? Donc la SCI à l'IR, à la plus-value des particuliers, on va avoir un taux d'imposition qui est de 19% plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc ça fait 36,2%. Et au bout de la cinquième année, on va avoir une exonération progressive, en fait, jusqu'à la 30e année où on est totalement exonéré. Donc c'est voilà vraiment le régime de la plus-value des particuliers. Ça, je t'invite à te renseigner. On va pas le détailler pour pas que ce soit trop long. La vidéo est déjà assez longue. Euh, et après, il va y avoir les cas d'exonération, revente de résidence principale. Alors attention, en SCI aussi, il y a des cas un peu particuliers. Il y a voilà, tous les cas d'exonération de la plus-value des particuliers. Et ensuite, en SCI à l'IS, donc là, on va être au régime de la plus-value des professionnels. Et donc là, en fait, on va calculer ce qu'on appelle la VNC. Au moment de vendre le bien, on va calculer la valeur nette comptable, qui est en fait le prix d'acquisition moins tous les amortissements qui ont été pratiqués. Et en fait, la plus-value, elle va pas être calculée entre prix de vente et prix d'acquisition, comme à la plus-value des particuliers. Elle va être calculée entre le prix de vente et la valeur nette comptable. C'est-à-dire que même si tu revends au même prix où tu as acquis, on va prendre en compte les amortissements pratiqués et tu vas quand même être imposé sur ces amortissements pratiqués, puisque le montant de cette plus-value va être ajouté au résultat de la société, et donc potentiellement tu peux payer de l'IS dessus. D'accord? Donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut aussi dire que si par exemple tu vends un bien et que tu as une imposition assez importante,
Si dans la même année, par exemple, tu achètes un autre bien, tu fais des frais parce que tu refais des travaux, etc. Ça peut venir compenser cette plus-value. Donc, tu vois qu'il y a une vraie flexibilité. Et en plus, tous ces déficits et tout ça, ça peut être reporté à N-1. Ça, on le sait, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. On peut aller une année en arrière. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une plus grosse flexibilité quand même en SCI à l'IS. Mais tu comprends aussi que plus tu vas garder ton bien longtemps, plus tu vas passer d'amortissement et creuser cette VNC, cette valeur nette comptable, et donc plus l'imposition va être élevée. D'accord? Donc garder un bien longtemps en SCI, voilà, ça se réfléchit. D'accord? Mais au final, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aussi avec le LMNP au moment où je fais cette vidéo, où en fait le fonctionnement va être le même. On va aussi reprendre en compte les amortissements qui sont pratiqués. Donc voilà pour la majorité des points sur la SCI. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire et que ça sera jamais une vidéo 100% exhaustive, mais j'espère que tu as appris énormément de choses. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, donc je t'offre la possibilité ici de télécharger toute la mind map directement. Donc tu l'auras en format complet. Elle va être mise à jour encore éventuellement s'il y a des ajouts à faire, etc. Tu vas pouvoir la télécharger sous la vidéo avec également le tableau comparatif entre la SCI à l'IS, la SCI à l'IR et la SAS et le URL SARL, histoire de faire vraiment les meilleurs choix fiscaux pour ton investissement. Tout ça, ça se trouve dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien et tu auras directement un mail pour télécharger ces ressources-là. Et juste après, eh ben, on t'offre aussi la possibilité de réserver un appel de découverte avec nous. Le but de cet appel, c'est de discuter d'un plan d'investissement avec toi, c'est-à-dire de voir exactement en fonction de ta situation, bah, déjà, quelle est la meilleure chose pour toi? Est-ce que c'est approprié ou pas de faire une SCI? Et surtout, ben, comment on peut t'aider, comment on peut t'accompagner dans ton projet d'investissement pour que toi aussi tu puisses concrétiser ça dans les 9 prochains mois. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo formation de ce genre. Ciao!